Je vous invite à ouvrir grand vos oreilles pour la première conférence de cet après-midi. Elle est docteure en philosophie, conférencière, chroniqueuse. Laura Lange apporte un regard différent pour mieux penser et agir. Telle une équilibriste, elle joue avec les mots pour que leur poésie nous fasse prendre de la hauteur, comme un oiseau pour voir les choses autrement et en grand. Aujourd'hui, elle pose son regard sur le travailleur augmenté. Est-ce une ambition démesurée? La conférence de Laura Lange vous est proposée par notre partenaire Coméo. J'appelle Hugo Paradis pour le mot d'introduction. Marianne du futur. Oh waouh, c'est donc ça ce que voient les intervenants. Ravi d'être là, ravi toujours d'être là au NWX Festival. Depuis qu'on a créé Coméo il y a 4 ans, on suit le NWX Festival et le NWX Festival nous fait confiance et on est partenaire depuis tout ce temps. Donc il nous a vu grandir. On est super content et fiers d'être là encore. Cette année, vous avez dû voir nos équipes tourner. Je fais un petit coucou pour la photo de Lucas, pour mon post LinkedIn. J'ai prévu de vous dire quelques trucs. Nous, on est une agence, pour ceux qui ne connaissent pas Coméo, une agence créative spécialisée en vidéo et réseaux sociaux. C'est un peu comme ça qu'on raconte des histoires, c'est ça notre ambition. On vient dans les entreprises, collectivités, et puis ils ont un objectif à communiquer. Et nous, on va trouver la manière de le raconter avec notre langage, qui est un peu un langage particulier, qui est le langage des réseaux sociaux. Comment on fait pour avoir de la visibilité là-dessus et produire des contenus. Je parle de langage parce que c'est un peu la marque de fabrique de Laura. Le langage, elle a l'habitude de jouer avec les mots et donc c'est un petit clin d'œil. J'ai eu l'occasion de la voir déjà en conférence et sans doute beaucoup de vous aussi parce qu'elle est venue là au NWX Festival et donc j'ai hâte de voir sa conférence tout à l'heure. Je voulais vous parler de sa conférence donc sur le travailleur augmenté et pourquoi on a choisi de sponsoriser cette conférence, la conférence de Laura, sur le travailleur augmenté. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Alors, j'ai eu plein de questions quand j'ai vu travailleur augmenté. Je me suis dit, pourquoi travailleur augmenté? Qu'est-ce qui est augmenté? Comment ça marche, ça? Et puis après, j'ai pensé à mes collaborateurs et je me suis dit, en fait, est-ce que mes collaborateurs, c'est déjà des collaborateurs augmentés dans le sens où, si vous les voyez, ils ont toujours leur corps humain. Et puis il y a un truc au bout, une caméra, qui manie comme si ça faisait partie intégrante de leur corps, comme si c'était une extension d'eux-mêmes. Et donc je me dis, est-ce que mettre à disposition de mes collaborateurs ces outils, ça en fait des collaborateurs augmentés par la technologie. Et puis maintenant, il y a l'IA qui est dans nos mains. Nous, on est une agence créative, on fait de la vidéo, un métier d'image. On est énormément touché et impacté par l'intelligence artificielle qui est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai eu plein de questions et ça m'a énormément parlé et impacté. Nous, on est hyper contents, évidemment. On me demande souvent, mais toi, tu as une agence vidéo, qu'est-ce que tu en penses de l'IA? Mais nous, on est super contents parce que nous, on est très créatifs et des fois, on a des idées, mais ça coûte trop cher de les réaliser. Et maintenant, avec l'IA, ça diminue tous les coûts de production et on peut avoir des idées de fou et quand même les réaliser. Donc pour nous, c'est vraiment royal, c'est génial. Donc j'ai vraiment hâte d'entendre ce que Laura aura à dire dessus. Et donc voilà, je suis ravi de pouvoir sponsoriser sa conférence. Et voilà, merci beaucoup. Je vous demande de prêter attention à tout ce qui est invisible, tout ce qui va vous traverser l'esprit, car à la fin de la conférence, vous pourrez poser quelques questions. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Laura Lange. Bonjour à tous. Oula, est-ce que vous m'entendez bien? Ça réveille. Bon, j'espère que tout va bien. Si vous vous sentez un peu vaciller dans vos sièges, ça n'a rien à voir avec moi, c'est physique. C'est biologique, on est rappelé au corps, c'est l'heure qui veut ça. Alors, j'ai été conviée aujourd'hui à intervenir sur ce beau thème, le travailleur augmenté, une ambition démesurée. Alors, je ne cache pas que je suis tentée, mais alors très tentée, de vous donner 4 heures. Ça vous stimulerait ou pas? Pas forcément, ça peut être angoissant.
Bon, je sais qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas 4 heures, donc je vous rassure, évidemment, je vais vous proposer aujourd'hui une forme de brouillon, une sorte de brouillon pour y voir plus clair. Ce qui peut paraître contre-intuitif, mais en cette période, pour le coup, où les temps le sont quand même particulièrement, brouillon, ça c'est clair, on est d'accord. Brouillon, obscur, énigmatique, où va-t-on avec l'IA? Et peut-être surtout, avant tout, pourquoi? C'est pas rien quand même. Se poser des questions en ces temps particulièrement complexes. J'adore une phrase d'Einstein qui dit « Vous ne pouvez pas utiliser une vieille carte pour explorer un nouveau monde. » Autant vous dire que celui-là, il est nouveau. Autrement dit, il faut des cartes nouvelles pour cela. Il faut des cartes, et pourquoi pas philosophiques. Et quand on fait de la philo, commencer par des cartes, c'est plutôt approprié. On est d'accord ? Donc j'avais envie effectivement de commencer par cela. Alors vous l'entendez, j'adore les mots, hein. Je ne peux pas le cacher, j'adore en jouer, pas que pour le plaisir d'en jouer, mais parce que je suis convaincue que ça nous aide à déjouer pas mal de choses. Et c'est vrai que Luc Ferry ce matin a abordé les mots, mais je pense que les mots ont un sens particulièrement important. Et d'ailleurs, je suis convaincue que la plupart des mots MAUX relationnels, que nous avons tous les uns les autres, ils partent d'abord des mots MOTS, que l'on jette souvent à l'envolée dans l'espoir qu'ils soient bien réceptionnés. Mais si on ne met pas les mêmes choses derrière, il y a moyen que ça crée des problèmes. Donc quand on dit IA, il y a moyen que ça en angoisse certains ou en enthousiasme d'autres. On est d'accord? Alors commençons de ce pas. Travailleurs augmentés. Là, spontanément, à l'envolée, ça vous provoque quoi? Vous l'accolez à quoi? Augmenter. Vous pouvez le dire à l'envolée, hein, allez-y, je réceptionne. Performance, enthousiasme? Ok. Technologie, force. Pardon? Robot. Bon, on sent déjà un petit peu hein, la nécessité d'une forme de mesure. En tout cas, ça pose la question, qu'est-ce qu'être augmenté? Qu'est-ce que l'augmentation? Qu'est-ce que c'est que cela? Alors, le travailleur augmenté, j'ai même envie de dire avant cela l'homme augmenté, en tout cas le travailleur augmenté, c'est l'individu dont les capacités, à la fois physiques et ou cognitives, alors avec l'IA, on va parler surtout des capacités cognitives qui peuvent rejaillir d'ailleurs sur le physique. Hein, si vous faites du sport, on voit que l'IA peut nous permettre de performer à plein d'endroits. Mais c'est donc l'individu dont les capacités physiques ou et cognitives vont être accrues, intensifiées, augmentées par le biais de l'évolution technologique au travail. Parce que là, c'était un peu l'idée. Si on dézoome un peu au cours de l'histoire, là, on a beaucoup avancé. Hein. Moi, je vous invite à retourner en arrière. On a cessé de s'augmenter. C'est même le propre de la condition humaine que d'accroître notre façon d'être, de vivre, la volonté de puissance, etc. Il n'y a qu'à regarder les premiers outils, hein, les hommes préhistoriques, outils tranchants, etc., qui nous ont permis non seulement de nous nourrir, de bâtir, qu'à regarder autour de soi ce que l'on a pu faire. L'homme ne cesse de s'augmenter en ce sens, augmentation physique. Hein, on ne s'est jamais déplacé aussi vite. Je ne vais pas vous faire l'histoire du rapport à la vitesse et à notre capacité de déplacement, mais on voit bien qu'on a pu s'augmenter à ce niveau-là. À l'époque, on marchait, on utilisait les animaux, puis le moteur, etc. etc. Et aujourd'hui, en un clic, on envoie une information. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et il y a effectivement, au cours de l'histoire, des progrès, développement au niveau cognitif. Quelle est la première des grandes révolutions techniques et anthropologiques majeures? Ça date, hein. La première, l'écriture. Enfin, il pourrait. Oui. Alors, je prends l'écriture, pourquoi? Parce qu'en plus, Platon en a quand même pas mal parlé, mais l'écriture, c'était hyper intéressant. L'écriture, c'était la première occasion donnée de conserver le passé, de transmettre, de libérer de la MO et d'augmenter notre capacité mémorielle, justement en pouvant conserver d'autres choses. Et on a eu de cesse au cours de l'histoire de voir combien le progrès technique non seulement nécessite, mais suscite des capacités nouvelles. De fait, l'imprimerie, etc. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui un enfant toucher un écran pour voir combien on touche du doigt de nouvelles aptitudes. Progrès technique, capacité, évidemment, cognitive et physique nouvelles. Et je vous dis pourquoi on touche du doigt des perspectives nouvelles. Et en parlant de doigts, comme j'aime bien filer les métaphores, un peu lourdes parfois, Michel Serres, vous vous souvenez de cet ouvrage merveilleux, Petite poussette avec un C, Petite poussette, justement pour identifier cette génération, bébé numérique, enfant numérique, hein, que nous sommes finalement aujourd'hui, même si pour certains on a bien grandi, mais finalement qui vont justement s'orienter avec leurs pouces, leurs doigts, ce côté tactile. Et c'est un monde qui doit
se poser les bonnes questions pour vivre ensemble, se réinventer, se rencontrer, réapprendre à l'ère du numérique. Voilà ce qu'on touche du doigt avec cette augmentation. Donc le travailleur augmenté, ça renvoie à ça. Alors spontanément, j'avais juste envie de rappeler quand même quelque chose d'assez fondamental. L'homo sapiens est d'abord homo faber. C'est le propre de l'homme que de s'augmenter. Homo faber, ça peut faire un petit peu peur. En anthropologie, on distingue l'homme de l'animal, moins au niveau de la biologie, qu'en ce qui concerne l'intellect. Ce serait peut-être à réviser un peu, hein, mais voilà. Mais vous voyez l'idée, c'est ce qui nous distingue. La différence, c'est qu'effectivement, l'homo sapiens est homo faber et c'est sa forme d'intelligence. L'intelligence, c'est qu'il sait manier l'outil et que sa sagesse, il la retire du fait de pouvoir apposer sa marque dans le monde par sa pensée et par sa main. Bergson, dans un ouvrage qui s'appelle L'évolution créatrice, définit l'intelligence, c'est intéressant dans un monde où on se demande ce que c'est que d'être intelligent, l'intelligence comme la faculté de créer, de fabriquer des objets artificiels. Vous imaginez aujourd'hui, on a été capable de créer un objet artificiel qui rivalise avec l'intelligence. La boucle est bouclée. Hein. L'intelligence, c'est la capacité à fabriquer des objets artificiels. Mais quand l'objet artificiel que vous fabriquez est capable de rivaliser avec l'intelligence, je l'ai refait. Hein. Vous voyez l'idée? Cette augmentation-là, donc l'homo faber, c'est une notion que je trouve assez intéressante. Alors, l'homo faber, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est ça qui est intéressant. J'aurais pu vous parler du travailleur augmenté quand les premiers tracteurs sont arrivés dans les champs. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet. Qu'est-ce que c'est que le travailleur augmenté à l'heure de l'intelligence artificielle? Là encore, hein, ça pose une grande question. C'est quoi l'IA? C'est important de... C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un concept qui est forgé dans les années 50. Est-ce que vous vous souvenez du débat de base qui est forgé dans les années 50, en lien évidemment avec l'informatique, et les premières questions qui arrivent liées à une ambition ultime, portée notamment par Alan Turing. Est-ce que la machine peut penser? Est-ce que la machine est capable de penser? On est dans les années 50. Hein. Ou est-ce qu'elle n'est capable que d'un jeu d'imitation? On est encore là, hein, en termes de débat. Ça pose des questions passionnantes. Alors moi, quand il y a des concepts, très sincèrement, je fais un truc assez... Je m'en réfère à un dictionnaire. J'aime bien les dictionnaires. Bon, alors, malheureusement, hein, les mots, c'est comme les chiffres, c'est parfois un peu compliqué, c'est un peu la guerre. Mais je prends du coup le Parlement européen. Vous savez quelle est la définition de l'IA pour le Parlement européen? Non? C'est tout outil porté par une machine qui est capable de reproduire, ce mot-là il est fondamental, des comportements liés aux humains qui concernent le raisonnement, la planification, la créativité. On est sur de la reproduction. Alors, j'ai fait ma thèse sur la maternité et je vends un livre sur la maternité, c'est pas la même reproduction. Hein, voilà. Mais on est dans l'idée de reproduire des choses qui s'approchent de nous. Donc c'est la machine à l'image de l'être humain, et là évidemment avec une dimension supplémentaire. Voilà un petit peu pour l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est partout dans l'entreprise de nos vies. Il suffit de regarder autour de soi, si vous avez une montre connectée, vous allez courir, faites ce que vous voulez. Bref, même celui qui vous dit « je veux pas d'IA », même quand vous générez un truc sur un moteur de recherche ou vous choisissez un film sur Netflix, il y a de l'IA. Voilà. L'IA, elle est là. L'IA, elle est partout dans l'entreprise de nos vies et évidemment dans nos vies en entreprise. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'on est au-devant d'un monde, il y a tellement de changements et de transformations qu'il y aura, et c'est factuel, de moins en moins d'experts dans le monde professionnel. J'avais le plaisir hier de dîner avec un expert comptable. J'interviens parfois avec les experts comptables. Moi, je ne me permettrai jamais de dire qu'il n'y aura plus d'experts comptables. Par contre, je vous propose de vous rebaptiser apprenti comptable. Et vous allez voir que c'est plus dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que je pense qu'on évolue dans un monde où la digitalisation règne en maître, hein, mais où il y a aussi deux grands facteurs de changement, la digitalisation et aussi l'environnement, deux choses qui viennent secouer le monde professionnel. Et à l'avenir, c'est factuel, il y aura de moins en moins d'experts et de plus en plus d'apprentis. Étant entendu que pour demeurer l'expert d'un domaine, quel que soit le domaine, il faudra s'en rendre l'apprenti. Parce que si vous ne vous en rendez pas les apprentis, vous ne pourrez pas demeurer expert de ce domaine. C'est logique. Donc il y a vraiment cette souplesse à avoir parce qu'on est dans un environnement où la plupart des compétences techniques acquises sont amenées à passer ou être dépassées de plus en plus vite. Ce qu'on appelle les hard skills, vous savez. Et si on vit dans un monde où la plupart des compétences techniques acquises sont amenées à passer ou être dépassées, qu'est-ce qui est appelé sur le devant de la scène? Ce qu'on appelle, et qui est parfois devenu un peu galvaudé, les soft skills. Le fameux savoir-être. Attention, hein, je ne suis pas en train d'opposer les deux. On est dans un monde très binaire qui court le ou plutôt qu'il ne construit du et. C'est pas moi je suis à fond savoir-être,
Parce que si vous n'êtes que dans le savoir-être, bah, vous aurez des gens qui ne sauront plus faire. Donc ça ne sert à rien. Et si vous n'êtes que dans le savoir-faire et pas dans le savoir-être, bah, vous aurez aussi des gens qui ne sauront plus faire. Parce qu'évidemment, on loupera des choses. Donc il y a vraiment cette notion, je pense qu'on est dans un monde où il y aura de moins en moins d'experts et de plus en plus d'apprentis. Si on voulait ne serait-ce que se tenir à la page des évolutions numériques, dans un ouvrage qui s'appelle Le métaverse de Morgane Soulier, elle estime à peu près à 1 journée par semaine qu'on devrait consacrer à ces évolutions. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Paradoxe d'un monde d'ailleurs où on n'en a jamais autant gagné et on n'a jamais autant eu le sentiment de ne pas en avoir. Quand même assez dingue. Donc pour se tenir à la page, donc de moins en moins d'experts, de plus en plus d'apprentis. Pour le dire autrement, on est dans un monde où le travail sera de plus en plus le succès de tentatives, d'ajustements, d'adaptations, d'apprentissage. Il est beau ce mot, non? Apprentissage. La sagesse de l'apprenti pour pouvoir s'augmenter comme il se doit, dans cet environnement-là. Alors, juste pour avancer, ça pose la question du rapport au travail. Qui pense qu'on travaillera moins? Qui pense qu'on travaillera mieux? Qui pense qu'on ne travaillera plus? C'est vraiment ce qu'il y a des gens qui pensent ça, c'est peut-être possible. En tout cas, ça fait partie des vœux de certains. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir quelle est la finalité. On estime effectivement en moyenne à 5 heures gagnées, si on utilise de manière régulière ChatGPT dans la semaine, 5 heures factuellement gagnées. Mais 5 heures pour faire quoi? C'est intéressant. Est-ce que c'est pour aller faire du paddle? Et pourquoi pas, hein? On sait combien parfois perdre un peu de temps sur le papier, ça permet d'en gagner pas mal ailleurs. Ça réinterroge finalement. Est-ce que c'est se concentrer sur le relationnel, ce que je pouvais un petit peu moins faire? Le rapport au travail, c'est fondamental. Travailler moins, ne pas travailler. Et je vous rappelle cet oxymore que chantait absolument brillamment, vous le savez, Henri Salvador, entre le travail et la santé. Vous vous souvenez? Est-ce qu'on serait au-devant d'une société qui pourrait peut-être, pour une fois, enfin, éliminer le travail? Le travail, c'est la santé, c'était ironique, hein. C'est iconique et ironique. C'était l'oxymore entre travail et santé. Je vous le fais? Vous vous souvenez? C'est le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Vous vous souvenez de ça? HS d'ailleurs, hein, Henri Salvador, HS. Il portait un truc. Non, franchement, il y a quelque chose quand même. C'est justement parce qu'on n'en pouvait plus d'un travail qui vous fait finalement péter un boulon qu'on chantait ça. Se défaire de cela. Mais évidemment, c'est faux. Le travail, c'est la santé. Déjà, c'est la santé sociale. Hein. Intervenant beaucoup dans le monde professionnel et sanitaire, etc., c'est la santé sociale. Ne pas avoir de travail, je vous le rappelle, c'est être au chômage, c'est être en difficulté sociale. C'est la preuve d'une vie active. Et quand on aime les mots, vie active, arrêt, maladie. Tout est dit. Soit tu t'actives et tu participes à quelque chose, soit non. Alors évidemment, c'est la santé sociale, c'est les risques psychosociaux majeurs, avancés, annoncés sur les excès évidemment d'un travail. Post-Covid, nous sommes rappelés à la valeur du travail. Regardez combien le Covid est venu nous réinterroger. Forcément, ça a marqué un temps de pause, un temps d'arrêt, où le maître mot a été lequel? Essentiel. Essentiel. On a été rappelé à la barre de l'essentiel, à la barre du sens, de la décence et du bon sens. Réenchanter le travail, ou en tout cas y mettre plus de sens, quel que soit le métier dans lequel on évolue, comprendre pourquoi on fait les choses, etc. Rappeler à la barre de bon sens, de l'esprit critique, de la place du travail. Et l'intelligence artificielle réinterroge la place du travail. Et si ça peut nous permettre de nous dispenser de tâches obsolètes, insignifiantes, pour nous recentrer sur des tâches qui font sens, qui donnent envie. Et comme les mots sont beaux, hein, envie. Vous l'enlevez, ça donne envie. Ce qui nous donne envie, c'est souvent quand on se sent acteur dans quelque chose, vivifié et pas enfermé dans un rôle où on est spectateur, on peut être remplacé par une machine ou un boulon. Si on est traité comme des boulons, on risque d'en péter un. C'est écrit. Vous voyez l'idée? Donc ça réinterroge tout ça et ce rapport à l'augmentation. On est, me semble-t-il, à la croisée d'un monde incroyable, sincèrement. Et il va y avoir beaucoup de décrochage. Un monde à 2 vitesses et on n'en prend pas forcément la mesure. On est dans un monde où les machines rivalisent plus que jamais, évidemment, avec ce qu'on était censé avoir en propre. À l'époque de Descartes, il était tranquille. Ce qui nous distinguait de l'animal et la machine, c'est que nous, on pense. Bon, alors là, ça se complique un peu aujourd'hui. Comment on peut faire?
La grande difficulté, c'est que si la machine est de plus en plus humaine, voire surhumaine, et que l'humain, dans le même temps, est de plus en plus machine, c'est gravissime. Combien il y en a encore aujourd'hui, par exemple, qui peuvent donner le change et faire croire qu'ils savent écrire? Sans faute. Correction automatique, magnifique. Correction, bon, juste une peur qu'un jour on vous donne un stylo et une feuille et que là, ça se complique, mais la dictée de pivot, on n'y est pas encore. Je ne vais pas vous l'imposer, mais vous voyez l'idée. Correcteur automatique. Rajoutez à ça aujourd'hui la possibilité de pouvoir vous dispenser de penser grâce à la machine. Se dispenser de savoir écrire, se dispenser de penser, ça fait de beaux ventriloques et de belles coquilles vides. À l'avenir, il est possible d'avoir un monde à deux vitesses, avec ceux qui deviennent asservis par l'outil, incapables de penser. Moi, vous me mettez dans une voiture, vous ne me mettez pas Waze, je suis fini. Et là, je me rappelle à mon comportement grégaire et machinique. L'humain, juste humain, il n'y a plus rien. Et on parle que de la voiture et de se conduire. Là, je vais beaucoup plus loin. Imaginez un monde, on vous sert ça, ce contenu. Vous pouvez vous dispenser d'avoir à penser, à réfléchir. Et ce monde à deux vitesses, c'est ceux qui deviendront exclusivement dépendants de la technologie pour s'orienter, et ceux qui, au contraire, auront continué à faire travailler leur esprit critique. Comme ça a pu être exprimé tout à l'heure, c'est assez intéressant, savoir se saisir d'une réponse pour pouvoir la discuter. Donc on est dans un monde à deux vitesses, mais dans un monde où la machine est de plus en plus humaine, gare à ne pas être un humain de plus en plus machine. Parce que c'est l'opportunité incroyable qui se dessine. Pouvoir se reposer sur cela. Et dans ce cas, le travailleur augmenté serait un travailleur diminué. C'est quoi l'augmentation? Ça pose la question de l'augmenter. Alors là, je vous ai mis une petite phrase, mais attention, parce que plus on est fort, moins on fait d'efforts. Ça, c'est mon côté Jean de La Fontaine. Hein. Pardon, mais je suis une grande fan. Vous savez, qui nous rappelait à chaque fable que l'on est bien petit quand on fait trop le grand. C'était ça l'idée. Le constat, c'est que plus on est fort à certains endroits, moins on risque de faire d'efforts, parce qu'on n'a pas forcément besoin de le faire. Attends, moi je te ponds un rapport en 5 minutes, je suis capable de ci, je suis capable de ça. Ça pose une question assez intéressante. Et regardez, à l'ère de la domotique, tout ça aujourd'hui, combien n'ont même plus besoin ou envie de faire quoi que ce soit, la notion d'envie, de se déplacer, de faire des choses par soi-même et pour soi-même. Donc j'attire votre attention sur cette augmentation qui pourrait devenir une diminution. Une forme d'augmentation robotique, mais une diminution de l'humain en tant que tel. Alors, je ne suis évidemment pas technophobe, ni technophile. Je crois beaucoup à l'équilibre dans la vie. Et je crois que la philosophie, c'est de l'acrobatie d'ailleurs. On pourrait y revenir un petit peu tout à l'heure. C'est de l'acrobatie, c'est l'équilibre, et je suis convaincue que le poison n'est pas dans la chose en tant que telle, mais qu'il est dans la dose. Vous voyez, prenez un portable. Ce qui est insupportable, pardon, j'ai le droit de faire des jeux de mots qu'ici. Ce qui est insupportable avec le portable, c'est l'usage qu'on en a. C'est pas la machine qui est problématique. C'est très intéressant d'incriminer à la machine un comportement qu'on a en fait. Et d'ailleurs, faire croire que le problème c'est la machine, c'est avoir atteint un niveau de comportement grégaire et irresponsable assez lunaire. Ouais, c'est insupportable, mais arrête, je suis happé. On a le choix de se déconnecter, on peut le faire. Donc il y a cette notion que je trouve intéressante. Le poison, il n'est pas dans la chose, il est dans la dose. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Platon, dès le départ, en parlait déjà. J'adore cette notion-là. Toute technique revêt des caractères contradictoires. Et pour ça, il faut être capable de les identifier. C'est ce qu'à l'époque, il appelait un pharmacone, un plus et un moins. Il n'y a pas un objet technique qui n'a pas du plus et du moins. Prenez un couteau, c'est génial pour cuisiner, je peux aussi tuer quelqu'un. Évidemment, c'est la question de l'usage. Une voiture, c'est super pour se déplacer. Si j'accélère et que je fais n'importe quoi, il peut se passer un drame. La question, c'est la responsabilité. La technique nous invite aussi à nous remettre à notre place. Or, elle porte en elle une démesure. Hein, vous prenez Protagoras, le mythe de la technique, et vous allez voir que dès le départ, ça nous donne des ailes. Donc il y a cette notion-là de démesure. Le poison n'est pas dans la chose, il est dans la dose. Plus, moins. C'est Bernard Stiegler qui avait travaillé pas mal sur Internet au démarrage et sur cette ambivalence entre la parole offerte qui va lutter contre les dogmes sur la toile, qui est une chance dans les démocraties, et qui à l'inverse aujourd'hui devient une parole qui nous inonde de fake news. Plus, moins. Et on pourrait faire ça sur tout, hein. Twitter, enfin bref. L'idée c'est ça, sur l'intelligence artificielle, d'être capable de repérer le plus et le moins, pour ne pas être dans une dépendance, mais dans un usage, une utilisation. Alors j'avais envie de vous partager des tips, c'est ça qu'à chaque fois on me parle de livrables. En philosophie c'est toujours un peu compliqué, mais je me dis bon, on va peut-être partir avec des cartes, plutôt que des billes, vous voyez l'idée. Et Platon avait cette distinction que je trouve assez intéressante et je vous la soumets. Il disait pour qu'on prenne une technique, il faut peut-être la passer au tamis de deux choses fondamentales. Vous voyez le tamis ?
bord de la plage où vous passez votre sable, et puis s'il y a des choses qui résistent, et ben, ça reste dedans. Pour qu'une technique ait sa place dans la cité, dans l'environnement, là où nous vivons aujourd'hui, il faut d'abord, c'est quand même la première des choses, qu'elle soit soumise à délibération, à réflexion. Comment on peut créer en conscience plutôt qu'en puissance? Et la Silicon Valley, d'ailleurs ça porte son nom, hein, Silicon Valley. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de très naturel quand même. Enfin, il y avait quelque chose évidemment d'artificiel. Il y a quelque chose d'hyper intéressant sur la finalité. Agir en conscience ou en puissance. Quand on regarde Elon Musk, c'est passionnant. Il y a un discours de puissance et volonté de puissance. C'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont ce vecteur premier aussi. C'est la puissance. Ça pose la question de l'augmentation jusqu'où? Parce que c'est sûr qu'elle est congelée. Enfin, il y a des choses qui ne font pas rêver quand même. Mais bon, pourquoi pas, hein. Déjà que ce n'est pas facile sur Terre, alors après, bon, chacun, vous voyez l'idée. Il n'y aura de travailleurs augmentés que si le travail est augmenté et l'homme aussi. Pour ça, ça nécessite de se poser la question, suis-je augmenté ou diminué en tant que travailleur en me référant à cela? À quel endroit je suis augmenté ou je ne le suis pas? La notion de conscience qui renvoie étroitement en philosophie à celle de prudence, qui est un mot un peu galvaudé, j'en ai conscience, à l'ère de l'urgence. Hein. Je vous dis prudence, on voit quelqu'un qui fait rien. Moi, j'ai pas le temps, il faut agir, il faut y aller, vous êtes gentil, vous, avec votre philosophie. La prudence, ce n'est pas l'art de ne pas faire, hein. C'est l'art de bien faire. Aristote en parlait, on sait faire la vertu cardinale même de l'action. C'est quoi la prudence? C'est la capacité, je vous le souhaite, d'y parvenir, d'introduire de la réflexion au service de l'action. Et plus vous le faites, plus vous réfléchissez vite et mieux vous agissez. Donc il y a vraiment cette notion-là. La délibération, c'est ça. C'est toute technique, évidemment, doit être soumise à délibération, à réflexion sur son impact. Et ce qu'on a pu voir ce matin, et ce que vous verrez encore tout à l'heure, nous donne déjà de la matière pour réfléchir à la place de l'intelligence artificielle. Et deuxième chose, mais pas des moindres, fondamentale, la finalité. C'est quand même pas rien dans la vie. Pourquoi on fait les choses? Et c'est là qu'il y a des discours presque opposés en un sens. C'est-à-dire, ce que veut dire Platon aussi, c'est toute technique à sa place si elle reste aussi à sa place. Et c'est quoi la place de la technique? Je le dis quand même, j'insiste. La place de la technique, c'est de servir l'humain. C'est pas que l'humain soit asservi par la technique. Vous voyez la différence de l'équilibre? Donc ça pose cette question de la finalité, de ce pourquoi on fait les choses. Et la notion de finalité, ça renvoie à un grand mot, qui sonne parfois comme un gros mot, et qui fera un clin d'œil immédiat à la notion de augmenter. C'est la notion d'autorité. Et dans un monde où on est souvent en déclin d'autorité, c'est un mot immense, l'autorité. Ça veut dire quoi, l'autorité? Vous pouvez avoir du pouvoir dans la vie et ne pas faire autorité. Il y en a beaucoup. Le pouvoir n'est pas garant de l'autorité. D'ailleurs, une technique peut vous permettre d'avoir du pouvoir, mais pas faire autorité pour vous. D'ailleurs, vous n'avez pas envie d'utiliser ou de la toucher. L'autorité, c'est un très grand mot. D'ailleurs, on peut faire autorité sans avoir de pouvoir effectif. Hein. Je pense à de grandes figures qui ne sont plus là, qui peuvent encore faire autorité dans nos vies. L'autorité, ça renvoie à 3 choses fondamentales. La légitimité. Si quelque chose fait autorité pour vous, c'est que ça vous apparaît légitime. Si utiliser ChatGPT demain pour rendre un rapport, ça fait autorité, c'est que ça vous apparaît légitime de le faire. La deuxième chose, c'est que ça vous augmente. L'autorité, ça renvoie à augere en latin. Quelque chose où quelqu'un qui fait autorité pour vous dans la vie vous augmente. Un bon prof qui fait autorité pour vous vous a augmenté. On dit bien un élève. Vous l'avez, il y a cette idée-là. Et donc, effectivement, si la technique vous apparaît légitime, vous augmente quelque part, le portable, c'est magique. Enfin, mais moi, ça m'augmente tous les jours. Hein. Je me dis que si un jour je meurs et qu'on fouille dans mes notes, on va dire que j'étais complètement folle. Mais vous voyez, je me fais des vocaux à moi-même. Bref. Et donc, il y a vraiment cette notion, est-ce que ça m'augmente? Ça m'augmente ou ça me diminue? Je suis capable de dire qu'en passant 5 ou 6 heures dans la journée sur un portable, non, j'ai l'impression que ça me diminue. Mais peut-être en passer 2 et de les passer bien, ouais, là, ça m'augmente. L'équilibre. Légitimité, augmenter, et dernier mot incroyable, l'autorité renvoie à auctor, auteur. C'est là l'enjeu. Vous n'êtes augmenté que si vous êtes encore auteur de la situation. Si on en est le spectateur, nous ne sommes plus augmentés. Nous devenons dépendants. Ça nécessite une acrobatie, hein, c'est le travail d'une vie. Hein. Et ça tombe bien, on reste d'avoir un peu de temps. Donc au moins on pourra travailler cet aspect-là. Donc vraiment la notion d'autorité qui renvoie aussi littéralement à celle de responsabilité. La responsabilité du rapport à l'outil, du rapport à la machine. Donc pour aller vers la fin, et je sais que dans le monde professionnel, on ne parle pas d'autorité, on parle beaucoup de raison d'être. Donc la petite phrase qui m'accompagne beaucoup, c'est celle-ci.
Sans raison d'être, nulle raison d'en être. Et si on veut être partie prenante de l'IA, des changements qu'il peut y avoir en interne concernant vos professions, certaines tâches dans vos professions, certaines choses, comment on peut aussi embarquer, fédérer, faire en sorte qu'il n'y en ait pas certains qui décrochent littéralement vis-à-vis des avancées qu'il y aura, c'est un fait, ou qui décident de ne plus s'orienter dans certaines voies parce que trop technicisées pour certaines, etc., etc. Ça pose vraiment la question de la raison d'être, de ce qui fait autorité. Sans raison d'être, nulle raison d'en être. S'il n'y a rien qui fait autorité pour vous, il n'y a aucune raison d'y aller. Si ChatGPT ne vous fait pas rêver, ça ne vous apparaît pas légitime dans ce que je viens de vous dire, il n'y a personne qui demain va télécharger l'appli, payer 25 € par mois pour l'essayer. On est d'accord, il faut que vous ayez le sentiment que ça va vous servir à quelque chose. À part si vous y allez parce que les autres y vont. C'est ce qui risque d'arriver quand même. Parce que la concurrence, c'est moins la machine que ceux qui maîtriseront la machine. Hein. Je rassure tout le monde quand même, c'est un peu ça l'idée, donc il va falloir quand même envoyer. Donc sans raison d'être, nulle raison d'en être, ni d'y venir, ni d'y rester. La question, c'est dans quelle mesure l'IA fait autorité pour nous. L'IA, ça peut aussi retomber. Si on voit que ça ne sert à rien et qu'on n'est que asservi, je lisais un article assez intéressant qui disait que finalement, c'est nous qui enrichissons la machine. Si on n'a plus rien à lui donner, au bout d'un moment, d'elle-même, elle va se courber, quoi. Vous voyez l'idée. Donc il y a un peu cette mission de fidélité. Et quand on aime les mots, et que tout le monde parle de raison d'être, et que tout le monde parle d'autorité, et que tout le monde parle en ce moment de ça, et qu'on inverse les mots, ça donne être de raison. Excusez-moi, mais c'est écrit, hein, dans un monde où plus que jamais nous avons les moyens techniques de nous dispenser de penser, nous sommes plus que jamais appelés, convoqués à la barre de la raison, justement pour pouvoir nous servir de la machine sans finir par en être totalement asservis. Voilà ce que je souhaitais vous partager. 2 derniers petits points peut-être. C'est vrai qu'à force d'être conquérant, il y a une vraie conquête, et je repars de Protagoras et de la technique, une vraie conquête avec les outils technologiques qui nous travaillent, qui nous inquiètent, qui nous stimulent. Mais à force d'être conquérant, gare à ne pas finir con, errant. Ce serait un peu ballot. 2 conquêtes à quête de con. Pardon. Bon, et du coup, je terminais par 2 conquêtes à quête de con, il n'y a qu'un saut, mais vous l'avez, c'est écrit. Merci.